Presque tous les devs l'utilisent, mais la plupart n'y comprennent pas grand-chose. La preuve, la plupart du temps, 90% des lenteurs d'une app ou d'un site web viennent de là. Et comme on ne sait pas ce qui se passe, on achète plus de serveurs et on fait exploser sa facture de cloud. Il s'agit bien sûr de la base de données, souvent une bonne vieille base SQL comme Postgres, MySQL ou MariaDB, qui est au cœur de l'application. Heureusement, aujourd'hui, je reçois une contributrice Postgres, experte de ces sujets, pour me parler de son métier et surtout des pires erreurs que les devs font quand on les laisse faire. Ah, et elle en profite aussi pour mettre fin à la polémique autour des ORM. Salut Karen, comment ça va? Salut, ça va, bien, et toi? Écoute, très bien. Je fais des petites nuits en ce moment, mais sinon ça va. On rentre bientôt dans l'hiver là. Bienvenue sur Tranche de Tech. Je suis content de t'avoir. Tu vas nous en dire plus, mais tu as un parcours assez cool. Et je vais pas le spoiler. Je vais te laisser. Donc, je vais te donner un petit exercice pour commencer que je fais toujours sur Tranche de Tech. C'est d'essayer de te présenter en 3 phrases maximum. D'accord. Ça peut être des phrases longues? Oui, tu décides où tu mets les points. Voilà. Ça ira. Alors, j'habite dans un petit village à la montagne, en Haute-Savoie, avec ma famille et mes 2 chiennes. Je suis amoureuse des bases de données. J'ai travaillé qu'avec les bases de données pendant toute ma carrière. Et puis, je suis très impliquée dans la communauté Postgres. Donc, j'adore le côté communauté de la tech. Donc, je fais partie du bureau Postgres Europe et je dirige les efforts sur la diversité pour Postgres Europe. Ok. Bon, on va revenir sur tous ces sujets, parler de, Mmh. de bases de données, parler de Postgres, parler de diversité aussi, parce que j'avais reçu Laetitia Avro, que tu connais, je pense, sur Mmh. le podcast, qui me disait qu'il y avait que 4 femmes dans le monde contributrices Postgres. C'est ça? Ou c'est toujours ça? Ou... Je pense ouais, je suis convaincue que c'est augmenté depuis, mais ouais, c'est toujours assez peu. Ok, écoute, on va revenir là-dessus, mais pour commencer, je voudrais savoir comment toi, t'es arrivé un peu dans la tech. C'est quoi ton premier souvenir de code? Donc mon premier souvenir, c'est pas vraiment du code, mais c'est que mon père m'apprenne à compter en binaire, donc très, très jeune, avant que je sache vraiment compter en décimale. Ok. Heu, Excellent. Alors pourquoi Pourquoi? Bah, je pense parce que lui aussi, il aimait la tech, que c'était une façon amusante de me présenter un peu le monde de la tech et en plus, bah, vu que c'est les 1 et les 0, on pouvait se mettre debout et assis pour représenter les 1 et les 0 donc il y avait des moyens ludiques de... Et est-ce que, pour apprendre, donc si tu me dis c'était avant de t'apprendre à compter, en décimale du coup, en base 10, ça t'a aidé? Ça t'a compliqué? T'as une idée de ce que ça... pour la suite? aucune idée, mais c'était amusante et ouais, j'ai toujours de bons souvenirs de ça donc ouais. Excellent. Ok, et après, donc après ça, donc ça veut dire que tu avais quand même un environnement un petit peu tech. Est-ce que tu te diriges naturellement vers la tech ensuite ou pas du tout? Bah, jeune, j'ai appris à coder sur l'ordi que mon père m'avait monté. Donc il a acheté un ordinateur en kit, c'était un Acorn Atom. Plus tard, j'avais un BBC Model B donc ouais, je pense que c'était vers l'âge de 8 ans. Donc j'ai appris à coder en, BBC Basic sur cet ordi que mon père m'avait monté. Et puis j'ai pas trop touché à la tech, heu, ouais, au collège, au Ok. lycée, j'ai pas vraiment fait de tech. J'ai fait une licence en maths, et je savais pas du tout quoi faire après, en fait. Donc je m'apprêtais à démarrer une formation pour devenir, prof de maths et vu que mon père, il était prof
Ma mère était prof, il y avait des profs dans toute la famille. Je les ai regardés un peu et je me suis dit: «Non, je peux pas». Donc j'ai switché vraiment au dernier moment, j'ai switché pour faire un master, en informatique. OK, Donc d'accord. c'était un peu au hasard, en fait. Ouais, OK, mais tu avais quand même appris à coder petite, tu en avais pas fait un Oui, passe-temps régulier, mais tu avais quand même cette espèce de «confiance» entre guillemets qui fait que tu savais que où tu allais un petit peu. OK. oui, Et donc à partir de là, donc licence en informatique, comment tu deviens donc tu es ce qu'on appelle, DBA, c'est ça aujourd'hui? oui. Bah, c'est plus mon titre, c'est plus le titre de mon rôle, mais je suis toujours, DBA dans l'âme, on va dire. Donc database C'est ce que administrator, j'ai fait pendant pardon? database administrator, ça veut dire, c'est ça ou? Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ouais, donc j'ai postulé aux offres d'emploi, tech après mon master en informatique. Et ça me rappelle juste un petite anecdote. L'un de ces offres d'emploi, ils m'ont refusé et le motif du refus, c'est qu'ils avaient pas confiance, de mon engagement envers une carrière dans la tech. D'accord. Donc, me voici, je sais pas, 25, et plus années plus tard, je suis toujours là dans la tech, donc je suis vraiment engagée, donc Curieux ouais. comme, Je pense qu'ils avaient tort, mais bon. bah, ils ont tort et tu leur as prouvé qu'ils avaient tort, c'est sûr. Mais bon, mais l'entreprise qui m'a pris, ils avaient fait passer des tests d'aptitude. Non, j'avais postulé juste pour, c'était pour, un emploi après le master. Ils ont fait passer des tests d'aptitude et ils m'ont dit: «Bah, on pense que tu ferais bien dans le rôle de DBA» OK. et j'avais aucune idée en quoi ça consiste. Donc ouais. Donc j'ai dû demander à mon père Qui savait? Ils connaissaient tout ça? qui savait, oui. Et je me suis dit: «Ouais, ça a l'air bien, ça a l'air d'être quelque chose que Trop marrant. Mais donc vraiment par qui, hasard? Parce que tu avais oui, pas une formation en fait en licence, tu apprends le code, tu apprends comment ça fonctionne un ordinateur, c'est ça? Tu avais un module peut-être base de données quand même ou même pas? donc en licence, c'était maths. J'ai fait que maths. C'était le master, où j'ai fait informatique, mais c'était un peu de tout. Le nom, c'était, du master, c'était software development, donc développement de logiciels, mais on faisait un peu de tout, donc c'était vraiment, un peu la modélisation, des données, comment fonctionne un ordinateur, le project management. Donc c'était un peu de tout. Donc pas de formation base de données, Ouais. ou pas de formation, Tu DBA. avais fait du Donc SQL quand même un peu? non, même pas. Même pas, OK. Donc tu Non, arrives non. là-dedans. Alors peut-être tu peux définir ce que Oui. c en quoi ça consiste le métier de DBA peut-être? Bah, heureusement oui, parce que je viens de donner un taux, justement sur ce sujet. Donc parce que sinon c'est un truc dont on réfléchit pas trop à ce qu'on fait parce qu'on est tellement là-dedans Ouais. qu'on réfléchit pas, on n'a pas cette liste de choses qu'on fait. Donc, bah, en gros, c'est s'assurer de la gestion de tout ce qui est lié à la base de données, mais ça comprend tout ce qui est, performance, que ce soit, avec les paramètres de configuration, heu, comment la base soit installée, sur quelle, Quel type de disque dur? avec quelles Ouais. ressources et tout ça, les paramètres de configuration, le SQL, tout ça, la création des bases de données, les montées de version des logiciels, les sauvegardes et restores des bases de données, la sécurité, c'est un sujet assez grand, donc tout ce qui est permission, accès à la base de données, hem quoi d'autre? Le support et dépannage. Ouais. Donc souvent on assure un support, 24/24, 7 jours sur 7. OK.
Et c'est toi qui un expertise, ouais. pour les autres équipes. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est toi qui va déterminer, par exemple, quand la base de données, on s'aperçoit qu'il y a un problème de charge, tu vois, il y a trop de charge sur la base de données, elle tient plus, ou enfin, c'est toi qui anticipe peut-être les montées en charge. Mais du coup, c'est toi aussi qui arbitre en disant, bah là, en fait, il faut prendre une instance, une machine plus puissante, ou là, il faut plutôt optimiser les requêtes et changer des choses. Tu vois, tout ça, c'est toi en fait, c'est toi qui as l'image globale de tout ça et qui décide. Oui, et souvent c'est en équipe parce qu'on a souvent une équipe de DBA qui gère plusieurs applications bases de données, donc on fait entre nous et souvent il y a des contraintes. On n'a pas toujours la possibilité de prendre une machine plus grande ou ouais. Quand j'ai démarré, c'était des serveurs physiques sur place et il fallait commander des pièces supplémentaires et il fallait attendre que le RAM arrive et ouais, Incroyable. c'est un peu plus facile maintenant. Avec le cloud, ouais, c'est plus facile. Oui. Mais du coup, c'est un vrai métier de enfin, il y a un côté, infrastructure, c'est un peu un DevOps, on dirait un Ops spécialisé base de données, en fait, c'est un peu ça. Oui, surtout maintenant, l'idéal, c'est que tout soit, automatisé, que c'est pas le DBA qui est en train de toujours regarder ce qui se passe et faire des choses à la main pour répondre, aux événements. Ouais, c'est clair. Non, mais puis après, on y reviendra aussi, mais il y a l'aspect effectivement aussi, tu sais, sur les requêtes, donc j'imagine les requêtes lentes, les choses comme ça, où, tu n'as pas forcément non plus la enfin, c'est pas toi qui écris toutes les requêtes, tu vas peut-être aider à écrire les requêtes, mais est-ce que tu écris toutes les requêtes ou il y a quand même les développeurs qui écrivent leurs requêtes? C'est plus souvent les développeurs qui écrivent les requêtes ou plutôt les ORL. Oui, on va en parler. OK, bah, très bien, bah, on peut, donc la définition, je pense, est maintenant claire pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi ton pire souvenir de carrière de DBA? Là, c'est pas vraiment un pire souvenir de ma carrière de DBA, mais plutôt quand je pouvais pas le faire. Donc suite à notre, déménagement en France, donc je suis déménagée en France il y a 20 ans, avec mon mari et il y avait pas de haut débit Ah ouais, dans le village à l'époque. OK. Ouais, donc je pouvais pas continuer à faire mon travail à distance et vu que c'est un petit village, pas trop en altitude, on est à 800 mètres, mais quand même on est, à la montagne. Ouais. Et il y avait pas d'emploi dans la tech, autour de chez nous. Donc j'ai dû arrêter, mon activité de DBA pendant un bon moment. OK, et ça t'a beaucoup manqué? Oui. Ouais. Et donc finalement tu repris combien de temps? Tu t'es arrêté combien de temps? C'était 4 ou 5 ans finalement parce que, il y avait aussi l'arrivée de mes 2 enfants OK. à cette époque-là. Donc là, c'était bien, mais il y avait toujours le travail qui me manque. Ouais, c'est Ouais, intense et puis c'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas les mêmes satisfactions, c'est vraiment très différent, ouais. c'est ça, oui. OK. Et donc après, tu as eu quoi? Tu as eu un bon accès internet et tu resté à la montagne et tu as eu C'est un ça. boulot? Enfin, il y a le haut débit qui arrive. C'était pas le haut débit, mais c'était suffisant OK. pour me connecter et travailler et j'ai contacté mon manager, d'auparavant qui a pu me reprendre, à distance OK. et c'est cool. Donc j'ai pu reprendre et quasiment exactement la même chose que Ouais. que ce que je faisais avant. Et en Ouais. 5 ans, est-ce que tu as eu besoin d'une remise à niveau? Tu étais un peu rouillé, ça avait changé ou pas? Ou ça allait, c'était comme, J'avais vraiment peur, en fait. Donc c'est au départ, j'avais pas contacté mon ancien manager pour demander un emploi, mais plutôt pour avoir des conseils sur est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a des choses à faire pour me remettre à niveau. Et c'est elle qui m'a dit, «Je peux te reprendre», donc c'était un contrat de 5 mois, mais ça a été renouvelé plusieurs fois et ça a duré 7 ans OK. finalement. Donc non, il y a toujours des choses qui changent, mais
vraiment le métier de DBA, je pense qu'il y a vraiment des bases qui persistent, qui permet de Ouais, c'est vrai qu'en fait, si tu regardes en tout cas la partie, SQL, c'est un truc ultra stable depuis je sais pas combien d'années maintenant. Heu, donc c'est vrai que c'est encore, le cœur de la plupart des applications web, enfin de pas que le web d'ailleurs, hein, donc c'est vrai que oui. très stable. OK. Hem et alors, dans ta carrière de DBA, ça serait quoi l'expérience la plus marquante pour toi? Pour moi, c'est assez récente et c'est, être, nommée contributrice au projet Postgres. OK. Heu, Ça veut dire quoi être nommée contributrice? heu, donc il y a une équipe, qui fait partie du projet Postgres qui prennent des nominations, pour des gens qui ont consacré, beaucoup de temps et d'efforts pour le projet pendant, plusieurs années. Donc il faut contribuer de manière, régulière pendant plusieurs années pour être, nommé contributeur, contributrice et ça, c'est il y a, je me souviens pas, il y a 1 ou 2 ans maintenant. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est un titre, mais tu vois, contrairement à un titre que tu as quand tu es Mmh. embauché, là, c'est un titre un peu qui c'est un peu une distinction, en fait. C'est au bout d'un moment, si tu as assez fait le travail, tu as ce titre-là. Et est-ce que ça t'engage à quelque chose? Non, mais si on contribue plus, bah, on est supprimé de la Ouais, c'est liste. Donc ça. il faut continuer à contribuer Garder pour le continuer à reste être, bien. reconnu. Ouais. Et donc tu fais quoi, en fait, aujourd'hui sur Postgres? Donc moi, bah, à part mon travail, suis membre du bureau Postgres Europe. Donc Postgres Europe, c'est une organisation qui essaie de un peu faire la publicité pour Postgres partout en Europe, encourager les gens à participer au projet. Donc on organise des événements. Donc par exemple, on vient d'avoir, PGConf EU OK. qui est une, grande conférence, en Europe. Donc cette année, c'était un peu moins de 700 personnes. C'était à Riga, en OK. Lettonie, cette année. Mais ça change, tous les ans. C'est donc l'année dernière, c'était à Athènes, en Grèce. Ouais, donc on est dans une différente, ville dans un pays d'Europe chaque année. Justement, on bouge un peu pour pouvoir, pour permettre à différentes, personnes Venir, ouais. de venir. Oui, donc ouais, on partage des connaissances Postgres, on encourage la communauté d'être ensemble, de partager un moment ensemble. Hem Et je dirige le comité de diversité pour Postgres Europe Et aussi. ça consiste Parce en que, bah, quoi? comme Ouais. tu as déjà évoqué le fait qu'il y a peu de femmes, contributrices, Postgres. Hem, on est de plus en plus nombreuses, donc c'est bien, c'est bien et c'est pas que ça, il y a un manque de diversité en général. On essaie vraiment de faire en sorte que la communauté, que les événements soient, aussi accueillantes, que possible pour le plus grand nombre de personnes. Donc on travaille sur des choses, par exemple, on a mis en place cette année pour PGConf EU, les lanières, Sunflower. Donc je sais pas, si, tu es au courant de ça, mais Non? ça a démarré, dans les aéroports au Royaume-Uni. Donc c'est les lanières, avec des tournesols, qui sont mises à disposition pour les gens qui ont les disabilités, qu'on voit pas, en fait. Donc ça D'accord, peut être pour handicap les invisible, ouais. oui, OK. c'est ça. Donc par exemple, ceux qui sont, autistes, qui ont des soucis physiques ou Mmh. autres, qu'on voit pas forcément, mais qui peuvent
parfois dire qu'ils ont besoin d'un peu plus d'aide, un peu plus de temps, de patience et tout ça. Donc, ils peuvent porter ces lanières juste pour dire aux gens autour, j'ai besoin un peu plus d'aide. Donc, on a mis ça en place cette année pour la première fois pour PGConfig et on a donné la formation à nos bénévoles et à notre staff pour qu'ils soient un peu au courant de comment réagir si quelqu'un a besoin d'aide. On met en place, par exemple, des salles où les gens peuvent aller s'ils ont besoin d'un peu de calme. Donc, on essaie d'écouter ce que les gens ont besoin et mettre en place des choses qui vont aider les gens à venir. Ok, trop bien. Et ça marche? Bah, on est tout au début vraiment, mais on a vraiment de bons retours. On a des retours positifs comme quoi les gens sont contents qu'on mette ces choses en place et que ça rende, ouais, plus accueillante, nos événements. Donc, ouais. Trop bien. Et je me rends compte qu'on n'a même pas vraiment expliqué Postgres. Oui. Toi, toi qui es du coup DBA, qui connaît pas mal de bases de données, tu peux dire en quoi Postgres c'est spécial et différent peut-être des autres bases de données? Oui, bah, plutôt le fait que ce soit du open source. Donc, ça appartient pas à une entreprise. C'est la communauté qui gère le projet, qui contribue au projet, qui fait le développement. Donc ça, il y a de grandes entreprises qui contribuent, mais c'est entre autres et c'est un truc, vraiment partagé par, toute la communauté. Donc ça va jamais appartenir à une seule entreprise. Comment fonctionne la gouvernance d'ailleurs? C'est une bonne question. Non, en fait, il y a toute une partie du site web, Postgres qui explique un peu tout ça, mais il y a la core team qui consiste à 7 personnes et il y a des règles sur, combien de personnes peuvent appartenir à une même, entreprise, justement pour avoir Hmm. cette gouvernance, Pas qu'il y ait pas une prise de contrôle en fait ou trop oui, de. Ouais. oui, c'est ça. Donc il y a la core team et puis il y a, des committeurs qui ont le droit à committer le code. On a des contributeurs, que ce soit, les contributeurs de code, de la gestion des organisations comme, Postgres Europe. On a des équipes qui gèrent tout ce qui est infrastructure. Donc on a, des équipes qui gèrent différents aspects du projet. Ok. Mmh. Et tout le monde est bénévole ou il y a des gens qui sont salariés? Tout le monde est bénévole, mais il y a pas mal d'entreprises qui permettent à leurs, employés de contribuer à Postgres pendant leurs horaires de travail. Par exemple, moi, je fais pas mal sur mon temps libre, je vais dire, mais j'ai aussi le droit de faire ça, pendant mes heures de travail. Donc, ouais. Ok, donc il y a pas de gens qui sont salariés de la fondation Postgres ou quoi que ce soit. Par contre, finalement, dans l'équipe, tu as des gens qui sont quand même payés pour contribuer, et c'est ça aussi qui fait vivre le projet. Parce que c'est un sujet qui est intéressant, je pense, sur l'open source, hein. On voit passer pas Oui. mal de temps pas mal de fois des projets où il y a, une personne qui maintient un truc qui est hyper utilisé, il y a personne qui le finance et tout. Là, le projet est suffisamment gros, reconnu. En tout cas, il y a une gouvernance intéressante qui fait que, ça a l'air assez sain parce que ça fait combien de temps Postgres maintenant? C'est un des plus vieux projets open source, je crois. Heu, oui, bah, le développement, ça date de, si je me trompe pas, 1986. Ah ouais, Ouais, OK. donc c'était un projet universitaire à l'époque et le projet PostgreSQL, ça date, bah, je pense que ça aura 30 ans l'année prochaine. Donc Incroyable. ouais, Ouais, OK. mmh, c'est très Ouais. bien établi, ouais.
Ouais, c'est incroyable. C'est Ouais. incroyable parce que en fait, je connais pas parfaitement, mais tu vois, tu compares un peu avec l'histoire de MySQL où ça a été de l'open source, ça a été racheté, puis la gouvernance est devenue un peu compliquée. Je crois que c'est Oracle qui a racheté, je sais plus. Et bref, ça a été, tu vois, il y a quand même eu un espèce de moment où, moi, quand j'ai commencé à développer, on parlait que de MySQL, tu vois? C'était ça. Bon, après, c'était la stack PHP, tu vois? On partait là-dessus. Et quand je suis revenu un peu dans le web plus tard, ah bah, j'avais l'impression que, Postgres avait pris beaucoup de place par rapport à MySQL. Après, j'imagine que les 2 sont très populaires encore, tu vois? Mais j'ai Oui, l'impression que oui, bah, ouais, ça dépend les questionnaires, mais on voit Postgres, souvent en tête, surtout quand on demande aux développeurs. Ça, c'est ouais, très apprécié et je pense que c'est en partie parce que, il y a il y a le côté communautaire. Donc là, il y a vraiment une communauté qui aime partager ses connaissances, qui est vraiment actif. Il y a toutes les fonctionnalités. Il y a le fait que le développement, c'est très actif. Donc, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont créées, partout et c'est vraiment connu pour sa fiabilité. Il est quand même ouais, important ouais, c'est clair. Ouais, surtout et quand ta une base base de d'email données. principale. Ouais, c'est ça. C'est pas censé être, excitant, c'est Ah, écoute, moi, je trouve ça cool, je trouve ça vraiment je trouve ça marrant. On y reviendra et est-ce que tu peux me raconter le truc le plus what the fuck que tu fait avec du code? Là, ouais, ça date d'il y a quelques années maintenant, mais j'ai essayé de faire Advent of Code, en Bash, parce que OK, les scripts Bash, c'était, ce que je faisais pour mes petits trucs, DBA, donc j'ai essayé de faire ça. OK et alors, peut-être tu peux raconter ce que c'est l'Advent of Code, Oui, nous expliquer je me pourquoi c'est demandais si ce ouais, serait, la prochaine question, en fait, ouais. Donc, ouais, s'il te plaît. Advent of Code, c'est un série de challenges on code, à partir du 1er décembre chaque année. Donc, je pense que ça a 10 ans maintenant. Donc chaque jour, on a 2 challenges. Donc le premier donne droit à une étoile et une fois, qu'on a son 1 étoile, on peut passer, au deuxième challenge, OK, du jour. qui est plus dur, du coup. Oui, oui, c'est ça. Donc, le deuxième c'est plus dur et ça devient plus dur chaque jour du challenge. OK, Donc, jusqu'ici, il y a, 25 jours de challenge. Et je pense que parce que c'est une personne, justement, on parlait tout à l'heure des projets, gérés par une personne. Là, c'est une personne qui le fait, OK. et je pense que cette année, il va faire, 12 jours au lieu de 25. Je pense que c'est mérité quand même Oui, oui, ils ont la et main bien faite. bah, parce que c'est un truc de Noël. Il y a toujours, une histoire dingue de lutins, donc il faut qu'on aide les lutins à sauver Noël ou à préparer Noël et il y a ouais, des choses, vraiment un peu bizarres qui font ces lutins, donc OK. Donc il y a toute une histoire autour et après tous les exercices de code, ils changent un peu chaque année. C'est quoi tu as des exemples un petit peu en tête de ce que c'est comme type d'exercice? hem, est-ce que je peux me souvenir? Bah, non, c'est parce que les histoires qui vont avec, c'est bizarre, mais on peut avoir, par exemple, le plan d'une salle ou quelque chose. Il faut avoir trouver le meilleur, itinéraire pour chercher des choses ou c'est ouais, Oui, donc ça ça va loin change parce que chaque jour, ça change, chaque année, donc ouais, ouais, mais donc du coup, là, tu vois, ce que tu me décris, c'est même un algorithme d'exploration, oui, presque d'optimisation un peu, tu vois? Donc c'est des choses qui sont quand même assez poussées, oui, donc les premiers jours, souvent, c'est des choses qui sont, beaucoup plus simples, mais ça devient, vers la fin, ça devient vraiment compliqué. J'ai jamais tout fini.
OK. Et donc en Bash, c'est encore plus un challenge? En Bash, ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment pas adapté pour ce genre de choses. Ouais. OK. Oui, parce que du coup, t'as pas de c'est quoi le problème? C'est que c'est pas du tout orienté objet? C'est quoi? C'est Oui, c'est ça ouais, et ouais, ouais. Je vais peut-être réessayer maintenant que j'ai fait en OK. d'autres langages, mais peut-être je réessayerai, mais non, j'ai vraiment de mauvais souvenirs de ça, donc Tu par l'as fait en contre, quoi du coup sinon? Ouais. j'ai fait en SQL. Ça, je comprends pas Ouais. comment tu peux faire. Ouais, SQL, pour moi, ouais, c'est assez compliqué. Ça Ah ouais? ça peut le faire, mais c'est assez compliqué. Mais j'ai aussi fait en Python et en Ruby parce que je donne souvent des conférences aux développeurs, surtout les devs, Python et Ruby et vu que je suis pas développeuse, bah, je me suis dit: «Ce serait pas mal de d'apprendre un peu ces langages et de comprendre un peu ce que font les gens, avec lesquels je discute». Ouais. Ouais, OK, OK, cool. Bah, on va venir là-dessus un petit peu sur les devs. Je pense que c'est intéressant que tu nous racontes un petit peu ce que tu as vu que tu collabores avec les devs, ça serait intéressant puisque dans les gens qui nous écoutent, il y a quand même pas mal de devs, je pense. Mais alors juste, je vais revenir sur, je ne comprends pas comment tu le fais en fait, SQL, moi je le connais, voilà, j'ai SQL, je sais en faire en tant que développeur un petit peu, tu vois? Normal, mais j'avais cru comprendre qu'en fait SQL est un vrai langage de programmation à part entière où tu peux faire tout ce que tu veux en fait, c'est ça? C'est juste qu'on n'a Oui, pas l'habitude, c'est quoi. c'est un langage, Turing complete, donc ouais, 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 on peut. tu C'est pas toujours facile de faire, ce genre de challenge, mais ouais, ouais. Mais comment c'est tu ça. fais tu peux faire une boucle en SQL? Heu, oui, ben, parfois on peut le faire, de manière différente. Donc, les gens qui font SQL, se posent des règles différentes. Donc parfois, ils vont dire: «Bah, je vais faire avec, les langages, procéduraux dans, Dans SQL? dans SQL». Parfois, c'est du pur SQL, donc parfois, ils disent: «Ah, je me permets de créer des tables temporaires», parfois et donc ouais, ça dépend. Ah oui, On en peut fait, on peut te donner, ouais. les règles qu'on veut. Il y a pas de règles pour, Il y a Adventure. pas il y a pas il y a pas la boucle, mais il y a plein de façons de faire des boucles, en Il fait, y a c'est plein ça? de façons. Ouais, OK. ouais, donc Une ouais. étant ce que tu as dit, la table temporaire et en fait, tu utilises le mécanisme d'itération du SQL sur cette table temporaire pour générer une boucle, en fait. OK. Oui et ouais, il y a pas mal de méthodes qu'on peut Ah, utiliser. ça a l'air subtil, ça a l'air marrant. OK, Oui trop bien. et bah, Laetitia, elle a fait une conférence sur ça, donc Ah, je une mettrai en année, lien. qu'elle a OK. fait en SQL, elle a fait toute une conférence de ce qu'elle a appris, donc c'est intéressant. OK, je vais retrouver ça, j'imagine qu'il Ouais, y a la ouais, vidéo quelque part, ouais. je mettrai ça en description. Trop bien. Donc venons-en aux conseils, aux choses que tu as vu faire avec les devs. Qu'est-ce que c'est le pire truc que tu as vu, un dev faire avec une base de données? Ah, j'ai dû réfléchir à ça et ouais. Pour moi, c'est, le dev qui a créé des index sur chaque colonne de chaque table de la base de données. Donc il y avait beaucoup plus de place prise par les index que par les données et bah, ouais, parce que, bah, il avait bien appris que les index, C'est bien ça pratique. c'est pratique, ça ouais, ça rend plus rapide les requêtes. Sauf que, ouais, Ça a un on coût, n'a pas quoi. Ouais. besoin partout et ça a un coût. Ouais, c'est pas que la place, c'est qu'il faut les maintenir, il faut, faire des vacuums, que ça ouais. Ça Heu, rajoute de la place et de la charge en plus, de c'est maintenance ça. en permanence, c'est Oui, ça? Que c'est ça et pour moi aussi, c'est qu'une fois qu'on a créé une index, c'est vraiment difficile de convaincre les gens de le supprimer. Ils osent pas le supprimer. Ils disent: «Bah, ça peut être utile, on ne sait pas ce qui va, casser si on le supprime». Donc ouais.
il y a des moyens de voir si un index a été utilisé ou pas. Donc là, j'ai dû faire ça. Donc on a dû mettre en place un monitoring des index pendant quelques semaines pour voir ce qui a été utilisé. Et même là, c'était difficile de convaincre. Ouais. C'était surtout le project manager. C'était difficile de convaincre qu'on pouvait supprimer ces index sans trop Et de soucis. même en disant que de toute façon, s'il y a un problème, tu les remets, tu vois ce que je veux dire? Avec un index, tu l'enlèves, au pire, tu le remets, c'était compliqué ça Oui, aussi de... mais là, c'était une très grande table, donc ça aurait pris du temps de le recréer. Ils avaient peur de... C'est toujours ce au cas où. Ouais, je Ouais, ouais. Donc, dois pas ouais, supprimer vaut le mieux code. réfléchir à l'avance si on a vraiment besoin. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu disais, donc on a mis en place du monitoring, mais aujourd'hui dans Postgres, tu as des tables qui te permettent de monitorer déjà l'utilisation des index. Non, je me trompe ou... Oui. Ouais, tu as déjà ça. Simplement peut-être, toi, tu étais obligé de mettre en place un monitoring spécifique ou ça suffisait ce monitoring existant? C'est que ce qu'on voit, c'est est-ce que l'index a été utilisé ou non? Donc, si on veut savoir si ça a été utilisé, combien de fois ça a été utilisé et Ouais. pourquoi, il faut un monitoring un peu plus approfondi. Ouais. Donc Tu as ça, pas le nombre d'utilisations au total? Non, du tout, tu as juste oui ou non? c'est oui ou non pour les index, je pense. Ouais, ouais. Ok. J'ai pas fait récemment, mais ouais. Ok. Mmh. Non, mais dans tous les cas, effectivement, même si tu avais un total, tu ne sais pas depuis 3 mois ce qui s'est passé. Ça peut, si c'est un total depuis 4 ans, en fait, Oui, ça veut c'est rien ça, dire, quoi. ouais. Ouais. Donc, il fallait mettre en place le monitoring, pendant, quelque temps. Je pense qu'on a fait, chaque jour au départ pour voir, les index qui étaient utilisés chaque jour et ouais. Ouais. Donc Ouais, mais ça, c'est en tout cas, on a réussi à supprimer quelques-uns, mais ouais, ouais. c'était compliqué. Mais, mais du coup, la base de données était complètement surdimensionnée par rapport aux besoins réels, probablement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, à Oui. cause de la charge. Parce que Mmh. effectivement, je pense qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est tu ajoutes un index, ça duplique la donnée à chaque fois, et en plus, à chaque fois que tu fais une modification de la donnée, il faut recalculer l'index, et en plus de temps en temps, il faut le nettoyer parce que je crois que, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais en fait, les index, l'objectif, c'est quand tu les crées, tu essayes de les rendre, comment on dit, équilibrés pour Oui. qu'ils soient optimisés. Et quand tu modifies la data, en fait, il se déséquilibre potentiellement petit à petit et il devient moins efficace avec le temps. C'est ça? Oui et c'est surtout, quand on supprime les entrées, quand on supprime les données, on a, de la place, vide dans les index, donc ça prend beaucoup plus de place, il y a plus de blocs à lire quand on cherche quelque Ouais. chose dans l'index, donc ouais. Oui, oui, ça c'est un Oui, sujet qui est assez technique, mais qui est effectivement hyper intéressant. C'est que tu essaies de mettre les données les unes à côté des autres sur le disque pour les parcourir ensemble, c'est ça un peu? c'est juste pour ne pas avoir, beaucoup de place libre qui fait rien, Ouais. en fait, ouais. Oui, si tu Et supprimes, en ça crée plus, des trous au milieu, mais ça fait un index, plus haut aussi, donc il y a plus de d'accord. niveaux à Ok. parcourir. Ouais. Donc il est plus lent quand tu veux accéder à une donnée, c'est plus long parce qu'il y a plus de choses à parcourir. Oui. Ok. Ouais, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est un apprentissage intéressant parce que t'as des bases de données un peu différentes, comme qui sont pas vraiment des bases de données d'ailleurs, comme Elasticsearch où un peu tout est indexé par défaut, mais parce que le fonctionnement est comme ça. Mais c'est vrai que d'une base comme Postgre, il faut réfléchir à tes index, il faut monitorer tes requêtes, il faut savoir ce que tu fais en fait. C'est le Oui. métier du DBA aussi. Oui, c'est ça, ouais et il y a des devs qui connaissent assez bien les index, mais c'est quelque chose où on peut réfléchir ensemble. Donc c'est là où, avoir l'expertise du DBA, avec le Oui. dev, c'est bien. Oui, c'est clair, parce que d'ailleurs, à mettre un index, c'est bien, mais quand tu as des requêtes compliquées, comprendre comment mettre les bons index pour l'ensemble de tes requêtes, lesquelles sont lentes, et puis quels index vont être choisis, parce que s'il y a cette question-là, des fois, les devs, ils comprennent pas pourquoi l'index qu'ils ont mis n'est pas utilisé, et il peut y avoir des Oui, raisons qui sont pas simples à comprendre, quoi. oui. Ok, et maintenant, alors du coup, alors ça c'était peut-être un bon exemple, mais est-ce que tu as d'autres erreurs, on disait les erreurs plus fréquentes que les devs font sur la partie base de données? Bah, le grand classique, c'est supprimer les walls parce qu'il y a plus de place, sur le disque. Ah, Donc tu peux expliquer ce que c'est les walls? les walls, c'est les write ahead logs.
Donc, c'est ce qu'utilise Postgres pour écrire les données avant que les modifications soient faites vraiment dans les fichiers de données. Ok. Et c'est utilisé par Postgres quand on démarre la base de données. Quand on démarre Postgres, donc c'est utilisé pour ce qu'on appelle le crash recovery. Donc, quand on démarre Postgres, il faut que Postgres replay les infos, les écritures Ok. dans les WAL. Le truc, c'est que si on n'a pas la bonne configuration ou s'il y a quelque chose qui tourne mal, bah, ces fichiers WAL, ça peut juste accumuler sur le disque et parfois, ça veut dire qu'on n'a plus de place. Et souvent, on va voir, bah, on a ces fichiers WAL, je sais pas trop ce que c'est, mais ça prend beaucoup de place et ça continue à être créé. Donc, je vais les supprimer pour faire de la place. Ok. Sauf que Postgres, il va pas arriver à démarrer S'il a pas si on les supprime. Et seul moyen de récupérer ça, c'est de restaurer à partir d'une sauvegarde. Donc, Ah oui, donc vraiment, il faut redémarrer, quoi. Ouais. c'est vraiment un truc à ne pas faire. Donc, voilà. Ok. Alors juste sur celui-là, il est intéressant. Le wall, tu dis donc l'intérêt du wall, si j'ai bien compris, c'est tu écris très rapidement dans cet endroit, dans le wall, ce qui permet ensuite après de faire les opérations potentiellement complexes qui sont de vraiment les structurer dans la base, mettre à jour l'index, etc. C'est un peu ça l'idée. Oui. Mais ouais, mais du coup, pourquoi ça devient très gros? Parce que ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, une fois que la base de données elle est synchronisée, c'est-à-dire, tu vois, ton wall il avance comme ça, et à un moment tu dis bah là, à cet endroit-là, tout ce qui est derrière, c'est bon, ça a été enregistré dans la base. T'as besoin de garder cet historique-là quand même, ou tu peux le supprimer celui-là? Donc il y a 2 raisons pour ça. Donc, la première, on garde l'historique si on veut pouvoir faire des, point in time recovery. Donc si on veut pouvoir restaurer une sauvegarde et puis faire un replay, des écritures jusqu'à un moment, particulier. Par exemple, si j'ai pris une sauvegarde, dimanche, heu et je veux restaurer mercredi après-midi. Je peux restaurer mon sauvegarde de Du mercredi dimanche. d'avant? Ouais. Oui, je peux restaurer, ma sauvegarde, pardon, de dimanche et je peux, faire un replay de toutes les écritures jusqu'à mercredi après-midi. Ah, donc ce que tu dis, c'est que toi, tu as donc, mais on est mercredi, on est le mercredi d'après. Oui, Tu récupères la base de données, le snapshot de dimanche, qui du coup est le snapshot bien propre, pas juste le wall. Et tu viens récupérer le wall de ta base actuelle, de ton image actuelle, et tu viens remettre. Donc c'est incroyable, ça, c'est trop bien. Je donc ne savais pas qu'on pouvait faire ça. on peut, ne jamais je ne sais pas, mais on pourrait ne jamais prendre de nouvelles Le sauvegardes. snapshot. On pourrait Ouais. juste appliquer les walls pour arriver à n'importe quel moment. Ouais, c'est ça. Mais sauf que C'est quand tu pas as 10, conseillé, mais quand t'as 10 ans de wall, replay c'est ça, ça va les prendre 10 ans du de temps. wall, c'est lourd. Ok. Donc ouais. Mais donc c'est c'est l'une des raisons pour lesquelles on garde, ces walls. Par contre, on va faire ce qu'on appelle une archive. Donc on copie les walls ailleurs. Donc on va les copier, sur notre, je sais pas, notre, serveur, de sauvegarde, là où on va, garder Oui. nos sauvegardes. Heu, Par contre, si jamais il y a un souci avec, la copie des walls, ils vont cumuler sur le disque, avec la base de données. Donc c'est la raison, plus souvent pour lequel ça cumule, Donc, ouais, et quand tu dis il y a ça un prend de la souci, c'est place. quoi ça veut dire quoi un Ça souci peut avec? juste être un souci network un souci réseau entre, le serveur base de données et le serveur de sauvegarde, par exemple. D'accord, ouais, Ça peut ok. être aussi simple que ça ou qu'il y a plus de Ok. place sur le serveur, le disque, où on garde les sauvegardes. Ouais, parce Donc que ça du peut coup, être un truc vraiment simple, mais ok. ouais, Mais parce que le bon fonctionnement, c'est d'avoir ta DB qui écrit son wall, et de temps en temps, la DB, tu la nettoies un petit peu avec une partie du wall que lui, tu sauvegardes quelque part en mode pérenne, et du coup, la DB, elle ne vit plus qu'avec la suite du wall, entre guillemets, enfin, elle vit avec un wall plus petit, c'est ça? Ou elle vit toujours c'est avec? ça Ouais. et il y a des paramètres
qu'on configure pour avoir, que ça c'est automatisé. Donc c'est Postgres qui gère ça. Par contre, la partie, archive, il faut monitorer, il faut savoir que Oui, ça oui, que ça marche bien. fonctionne, ouais, Ouais, c'est ouais. l'important, c'est clair. Généralement, de toute façon, ta base de données, c'est quand même, les voilà, c'est le cœur de ton réacteur entre guillemets. Il faut que ça soit hyper, protégé, quoi. Tu as d'autres, erreurs fréquentes comme ça ou? Heu, Ça c'est ouais, ça c'est vraiment le classique. Par ça, moi, je vois souvent qu'on ne supprime jamais des données. Donc quand on démarre un projet, on réfléchit pas à l'avance sur comment, et pendant combien de temps on va garder les données. Et à un moment, on arrive à avoir, des années de données dont on n'a pas forcément besoin et à ce moment-là, bah, c'est tout un projet et il faut voir comment on va supprimer les données dont on n'a plus besoin ou les archiver. Donc vraiment, c'est un truc qu'il faut réfléchir à l'avance. Au début d'un projet, il faut vraiment réfléchir à Ouais, ouais, la durée de vie, la durée de vie des données et comment on va gérer ça. OK. Mmh. Oui, c'est ça, si on les sort de la base de données pour les archiver dans un truc, si on veut vraiment les garder, mais dans les archives un truc qui est pas en ligne. Et tu as un sujet qui est la RGPD aujourd'hui, la législation qui fait que Oui, normalement, tu es obligé de réfléchir à la vie de tes oui, données, s'il y a des données oui personnelles, ouais. et c'est pour ça que j'ai vu des projets qui étaient assez urgentes parce que les gens se rendaient compte qu'en fait, ils gardaient des données dont ils avaient plus le droit de garder. Donc il fallait faire assez rapidement. Par contre, bah, supprimer des données, supprimer des, grandes quantités de données, ça peut prendre du temps et il faut être vraiment sûr, avoir, bien supprimé ce qu'il faut supprimer et ouais Et pas trop. et pas trop. C'est ça. OK. Alors je voulais on l'a abordé un petit peu, on est passé dessus vite fait, mais c'est un peu le sujet qui fâche chez les devs, tu vois? Je voudrais avoir ton avis sur les ORM. Donc les ORM peut-être, peut-être tu peux le définir toi, Ah bah, ça, ouais, c'est une couche qui permet de ne pas avoir à s'occuper du détail du SQL. ouais, Donc, on peut dire, dans le code ce qu'on veut comme données et on laisse l'ORM, créer la requête SQL ou, la méthode traduire quoi. Ouais. de modifier, de chercher les données. Ouais. Ouais, bah, j'ai envie de dire ça dépend. Je sais pas que c'est pas c'est pas une bonne réponse. Non, je vois vraiment de l'utilité. Je comprends qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout savoir. Ça peut être vraiment pratique d'avoir cette couche qui permet, de ne pas avoir, soucier de tous les détails. Par contre, j'ai vraiment l'impression que ça cache trop Mmh. et que même si on va utiliser les ORM, qu'il faut avoir des connaissances en SQL, qu'il faut pouvoir regarder ce que ça fait derrière et comprendre ce que ça fait derrière, parce que parfois ça fait des bêtises. Mmh. Donc il faut au moins pouvoir regarder et comprendre ce que ça fait derrière. C'est ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, parce qu'en fait, si tu veux, ouais, je trouve que c'est toujours marrant. C'est un débat qui est un peu éternel chez les devs. Il y a les puristes qui disent les ORM, il ne faut pas en faire. Ça fait que tu connais pas le SQL. Mais en fait, c'est pas Mmh. l'ORM qui fait que tu connais pas le SQL. C'est parce que tu t'es pas intéressé. Je veux dire, tu peux Oui. utiliser l'ORM et puis t'intéresser à ce qu'il fait, comprendre et après l'utiliser à bon escient. Et c'est comme, voilà, c'est comme toutes les abstractions. C'est comme, tu vois, c'est comme dire que le Ruby, en fait, c'est nul parce qu'on comprend pas comment ça marche en dessous l'assembleur. Bah, Ouais, voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. c'est comme d'hab, il faut s'y intéresser. Et d'ailleurs, moi, j'irais même plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, même quand tu connais le SQL, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, l'utilisation des index, comment ça marche, ce qui se passe vraiment sur la base de données, c'est important parce qu'en fait, connaître le SQL tu comprends pas forcément ce qui se passe si tu connais juste le SQL, comprendre comment ta requête est exécutée pour pouvoir l'optimiser, écrire ta requête comme il faut et tout. Je pense que c'est important. Donc, tu as deux Oui. niveaux de compréhension sur lesquels, moi, je pense que beaucoup de devs sont pas assez formés aujourd'hui. Après,
faut voir quel est le besoin, mais je pense que des fois, ça, tu vois, il y a un petit peu du coup, c'est un peu le rôle de DBA aussi, c'est, tu vois, d'amener cette connaissance-là, je suppose, quand tu travailles avec une équipe de dev. Oui, c'est ça, oui. Bah, l'une des conférences que je donne parfois aux événements dev, c'est né à partir d'une mini formation que j'ai fait pour mes collègues dev Ouais, sur l'un des projets. Donc, ouais, OK. c'est ça. Tu l'as en vidéo? Je la mettrai aussi, c'est trop bien ça. Ouais, je l'aurais normalement. C'était Everything you want to know about databases, but we're too afraid to ask your DBA. Parce que les DBA, ça a la réputation d'être un peu grognonne. Donc, Non, après, c'est toujours le truc de l'expertise. Tu sais, il y a toujours ce sujet de l'expert un petit peu qui à la fois, c'est cool quand tu es expert et que tu résous tous les problèmes des gens. Mais d'un autre côté, des fois, au lieu de résoudre le problème, apprends aux gens à résoudre le problème, ça te fera oui, moins de. Mais bon, voilà, c'est toujours le sujet de l'expertise. oui. Euh, et du coup, peut-être je sais pas ce que tu présentes dans cette formation, mais si tu as un ou deux trucs à savoir, tips que tu pourrais partager pour les devs ou des trucs qu'ils devraient apprendre ou qu'ils devraient savoir. Donc, l'une des choses dont j'ai pensé, c'est que j'ai parlé du fait de ne pas supprimer les données ou réfléchir à comment supprimer les données. Donc là, le partitionnement des tables, je pense que c'est un sujet vraiment très, très utile parce Ok. que si on partitionne les tables, donc ça veut dire on crée donc notre table, ça devient une collection de petites tables, en fait. Donc c'est une grande table logique qui consiste à plusieurs tables, plus petites physiques et ça veut dire que, par exemple, si on crée une partition par année de données, quand on veut supprimer une année de données, on peut simplement faire un drop table. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas un delete à faire avec tout le temps que ça prend avec le wall, l'écriture des walls et tout ça. On fait simplement un drop qui est une opération DDL. Donc, c'est très rapide. Donc, Il le n'y a pas d'index à partitionnement, mettre à jour, puisque l'index, tu supprimes l'index qui est dédié à cette c'est table. ça, parce que les index, c'est un index par partition. Donc, l'index, C'est ça. ça part avec. Donc, le partitionnement, ça peut être vraiment un outil très puissant pour la gestion des données. Et il y a un intérêt performance de la partition? Et il y a un intérêt performance, c'est pas la première raison pour utiliser le partitionnement. Mais on a ce qu'on appelle le partition pruning. Donc, Postgres, quand on envoie une requête à une table partitionnée, si on a dans le where, si on a la clé de partitionnement, donc par exemple, si on a partitionné par année et qu'on a where année égale dans la requête, Postgres, il va savoir qu'il peut ne pas regarder dans les partitions qui sont pas concernées. Donc, il peut aller directement vers le ou La les partition qui est partitionnements, intéressante. les partitions dont il a besoin. Ouais. Ok, hyper intéressant. T'avais un autre truc, je t'ai coupé? Non? Oh, j'ai plein de trucs. Vas-y, dis-moi. Alors, je vais juste dire un de plus, je pense. C'est les vues matérialisées. Ok. Donc là, je sais pas si tu sais ce que c'est? À peu près, mais je veux bien que tu me Oui, détailles. oui, donc une vue classique, c'est un moyen juste de garder une requête, en fait. Donc, une vue T'enregistres la classique, requête dans la base et c'est ouais. ça. Donc, on peut réutiliser la requête. Mais une vue matérialisée, c'est une table, mais qui est basée sur les résultats d'une requête. Donc, quand on crée la vue matérialisée, c'est une table qui est créée et qui contient les résultats de la requête. Et puis, on peut rafraîchir les contenus de la table au fur et à mesure pour avoir les données plus ou moins à jour. Et ça peut vraiment aider si on a des requêtes
qui sont parfois complexes, qui prennent du temps, mais qui ont pas forcément besoin des données, vraiment du dernière minute. Par exemple, si on a une requête où les données d'il y a 1 heure ou même d'il y a 1 jour, ça suffit, bah, on peut avoir ces données déjà, hem, les résultats de la requête déjà, dans la base de données. Donc là, je trouve que c'est un truc qui est très peu utilisé, mais qui peut être vraiment très pratique. Mais je pense qu'effectivement, il faut comprendre l'usage. C'est-à-dire que fait, ce que tu dis, la vue, c'est comme tu dis, c'est une requête Mmh. sauvegardée et toi, tu as l'impression de parler à une table. Et en fait, derrière, c'est une requête plus compliquée que la requête que tu as fait qui va s'exécuter, puisque au lieu de toi, tu vas te dire, je sais pas, j'ai pas un exemple en tête, mais tu dis select étoile from user, je sais pas, les utilisateurs qui ont plus de 18 ans, par exemple. Et en fait, derrière, c'est une requête qui dit, qui va vers une autre table et qui dit âge supérieur à 18, un truc comme ça. Mais du coup, la requête est exécutée à chaque fois. Donc, il n'y a pas de simplification. C'est juste un truc pratique pour avoir l'impression que voilà, tu fais enfin, t'as pas à réécrire tout le SQL. Oui, Et c'est ça. la vue matérialisée, ça veut dire que tu as la vue qui s'est pré-calculée, tu as tous les résultats. Et donc, il y a vraiment ce sujet que tu disais qui est faut pas que tu aies besoin des résultats en temps réel. Il faut bien que tu comprennes que tu n'as pas la synchronisation entre ce qui se passe vraiment dans ta base et ce qu'il y a là-dedans. Donc, tu peux Oui, avoir des résultats qui ne correspondent pas à la réalité au temps T. Et c'est ça, peut-être, qui bloque des fois. En tout cas, il faut bien comprendre pour en faire un bon oui, usage, quoi. c'est ça. Ouais, ok. Ok. Mais du coup, je pense que c'est intéressant. J'avais fait un épisode sur la partie, tu sais, data pipeline, en fait. Tu sais, quand par exemple, tu vas avoir des autres équipes, pas l'équipe, donc tu as les données dont tu as besoin pour ton appli, et tu as les autres équipes qui font des requêtes analytiques. Donc, ils disent bah, combien il y a eu de chiffre d'affaires sur la journée d'hier. Et là, en fait, les vues matérialisées sont peut-être un bon outil, puisque du Oui, coup, tu pourrais dire, elles se calculent toutes les nuits, et le matin, eux, ils tapent sur cette table qui vient pas me pourrir mes autres tables qui sont mes tables opérationnelles. Et donc, j'avais pas pensé à ça. C'est cool ce oui, truc. c'est ça. Oui, oui, c'est l'une des, use cases vraiment pratiques pour ça, oui. Ouais, parce que tu as pas besoin de mettre en place de pipeline compliqué. Tu as tout dans Postgres, en fait. C'est C'est trop ça. bien. Ok. Ouais. Ok. Ah bah, trop cool. Il y en a un autre que tu voulais partager ou on s'arrête là? Oh, je pense que ça suffit pour l'instant. Allez, c'est bien. Ouais, ça fait beaucoup de trucs déjà. Sinon, je vais jamais arrêter. Puis, de toute façon, on partagera, je mettrai ta vidéo. Et du coup, j'ai quelques petites questions de fin pour Oui. toi, Karen. Euh, la première, c'est si je te demande une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière, qu'est-ce que c'est le premier truc qui te vient à l'esprit? Là, la première chose dont je pense, c'est l'utilité, ou le besoin des espaces en non-mixité de genre choisis en LaTeX. Ouais, j'avais, vraiment, je voyais vraiment pas l'intérêt. En début de ma carrière, Ouais. je voyais vraiment pas l'intérêt. Ça m'intéressait pas. J'étais même pas à l'aise dans des groupes de femmes et je pense que c'est parce que j'en avais pas l'habitude. Après avoir fait, licence en maths et master en informatique, bah, j'avais pas l'habitude de passer du temps en groupe de femmes. Donc, ouais, pour moi, c'était vraiment une idée un peu bizarre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Donc, tu as changé d'avis, mais qu'est-ce que ça apporte, en fait, ces groupes de non-mixité? Donc moi, j'ai changé d'avis assez récemment dans ma carrière, donc je dirais dans les dernières 5 années peut-être. Bah, parce qu'on comprend, au bout d'un moment qu'être femme dans la tech, c'est pas anodin. Ça peut être compliqué, Hmm. ça devient fatigant, ça peut être, isolant. Il y a pas que du mal, mais il y a des choses qui peut être difficiles et avoir des groupes où on peut évoquer ces challenges, où on peut se soutenir, et juste parler, juste avoir un espace où on se sent en sécurité pour parler des choses parfois des choses qui vont pas, parfois juste des choses, tech, comme Ouais, tous les jours. Mais avoir ces espaces, je trouve que ça aide ouais. à se soutenir et moi, je suis pas à la fin de ma carrière, mais j'ai fait déjà pas
pas mal de parcours et j'ai vraiment envie d'encourager, de soutenir les femmes qui entrent dans la tech aujourd'hui. OK. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que ces trucs moi, ce que j'ai vu, du côté, masculin, c'est que quand il y a des groupes, non mix, femmes, tu vois, ça choque beaucoup, les hommes, en fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça souvent ça choquait en mode: «Mais pourquoi? C'est excluant, vous reproduisez les schémas» et je pense que moi, j'y ai réfléchi comme ça aussi un peu à ce moment-là, mais je pense qu'il y a un truc qu'on sous-estime un peu, c'est que le simple fait, d'être une femme fait que tu vis une expérience différente dans la tech Oui, que les hommes et que tu te retrouves avec des hommes, bienveillants qui voilà, pas de problème, mais en fait, ils vivent quand même pas la même chose et donc oui. partager avec des gens qui, bah, de fait, de ton genre, ça fait que tu as une expérience similaire, bah, voilà, ça t'aide à quand même à mieux comprendre et puis aussi à te sentir moins seul aussi des fois parce qu'il y a des trucs, Oui. difficiles ou des trucs, voilà, de te dire: «Attends, en fait, OK, c'est pas moi le problème, c'est pas que moi», enfin tout ça, je pense que Mmh. donc je pense qu'il faut effectivement, je pense que c'est Et cool. c'est ça exactement. L'idée, c'est ne pas d'exclure des gens, mais c'est que nous, on vit cette sensation d'exclusion. Bah, c'est vraiment c'est souvent que je suis la seule femme, dans un call, dans une pièce, dans une conférence, et donc déjà, il y a des espaces en non-mixité, mais non-mixité pas choisis. Donc Ouais, c'est ça, exactement, ouais, ouais. c'est ça. Donc Mixité ouais, forcée. c'est apporter un soutien et Mmh. à Oui, je pense qu'il faut encourager. il Bah, j'espère il faut qu'un le jour voir. ce sera plus nécessaire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, après, de toute façon, c'est aussi, je pense qu'il y a pas de c'est pas parce que ça existe que tu vois, c'est du plus, en fait. C'est pas parce que tu vas pas aller dans des espaces mixtes, en fait, tu vas dans C'est des espaces non exactement mixtes ça, oui. parce que c'est un truc en plus qui te permet de partager d'autres choses différemment et tout. Voilà, C'est ça, oui. OK. OK et alors la chose qui t'énerve le plus maintenant? Bah, là, c'est surtout les experts qui pensent tout savoir. Ça m'énerve. On en a parlé un peu. Tu en as beaucoup côtoyé? C'était, ouais? Malheureusement, oui. Ouais. Et ouais, pour moi, c'est le classique, plus on sait, plus on sait que qu'on sait rien. Donc moi, j'ai vraiment ça m'embête vraiment pas de dire: «Bah, j'ai pas la réponse. Je vais parler à mes collègues, je vais faire des recherches, je vais tester ça et je reviens vers toi». Et je trouve que j'ai beaucoup plus de confiance, aux experts qui disent ce genre de choses Ouais, qu'aux puis tu es experts. crédible. Je pense que tu es crédible quand tu dis, en fait, le problème, c'est que quand tu dis que tu sais toujours tout, le jour où on va se rendre compte que tu t'es trompé une fois, tu perds toute crédibilité. Oui, Alors que et quand on tu dis: peut «Je sais pas pas», tout savoir. ouais, exactement. Non, mais c'est clair. Ouais, bref, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, tu vois? Je trouve que c'est en fait, les experts gagneraient à adopter cette posture de l'apprenant qui sait pas. Voilà, je pense que les meilleurs, experts sont comme ça, donc je pense que c'est important. Tu as raison. Et dernière question, est-ce que tu as un livre tech, ou pas d'ailleurs, à recommander? Bah, là, je suis en train de lire, Empire of AI par, Karen Howe et ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est sorti, c'est sorti cet été, je pense, donc c'est assez récent Ah ouais, OK, c'est et récent. ça parle de, elle est journaliste et hem, elle a parlé à beaucoup de gens de OpenAI et des gens autour. Elle connaît très bien le monde de l'IA OK, et c'est vraiment intéressant. Ça fait vraiment réfléchir et OK. ouais, je vais pas dire beaucoup plus, mais ouais, Ouais, c'est vraiment c'est c'est cool. à lire. Et c'est pas elle qui avait un peu publié les coulisses de l'éviction de Sam Altman là, le moment où il y a cette espèce de flottement, elle en parle ou pas de ça? Oui, je pense que c'est ça, oui. Ouais. Ouais, OK. OK, Mmh. ouais, donc elle a vraiment, une vision d'insider, elle a quand même Oui, pas mal c'est d'infos. ça, oui. Intéressant. Ouais. OK. Bon, bah, écoute, trop bien, une reco de plus à ajouter à ma liste qui fait que s'agrandir là, tu vois? Et ben, merci beaucoup Karen, c'était hyper, intéressant. J'étais très content de parler avec toi. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, bah, ce serait qu'on n'est pas tous, bah, ou pas toujours, grognonnes les DBA. Donc, on aime partager nos connaissances, bases de données, donc il faut pas hésiter à profiter. OK.
Ça marche trop bien. Vous l'aurez compris, quand on est DBA, il vaut mieux savoir ce qu'on fait et le faire avec précaution. Parce que quand on touche aux données, la moindre erreur peut vite tourner à la catastrophe. Et justement, on parlait tout à l'heure de Laetitia Avro, qui est aussi DBA. Eh bien, figurez-vous que lors d'une opération de maintenance, elle a involontairement coupé la télé à 100 000 personnes. Alors, vous me direz peut-être que vu la qualité des émissions, c'est pas forcément très grave. Mais c'était pas exactement l'avis de son boss. Je vous laisse découvrir cette histoire dans cette vidéo, sauf si un DBA vous coupe YouTube avant. Eh ben, je te remercie encore, et puis je te dis à bientôt, Karen. Merci. Salut. Salut.